Lorsque l'on parle de droit, on imagine qu'il poursuit un idéal de justice. Naïvement, on croit que le droit prendrait en compte l'intérêt de l'ensemble des individus, ceux qui sont placés plutôt dans une situation de force et ceux qui sont plutôt placés dans une situation de faiblesse. On pense que le droit parviendrait à une conciliation équitable de ces intérêts et donc à la satisfaction de tous. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Dès lors, ma liberté et mon action seraient seulement limitées par le droit à partir du moment où elles nuiraient à autrui. D'où la célèbre citation « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Alors, lorsque l'on dit cela, il est nécessaire de déterminer les contours du terme « autrui ». Mais qui est autrui? Autrui, c'est l'autre que moi. On croit généralement que c'est seulement l'autre être humain ou l'autre homme. En réalité, la définition d'autrui est beaucoup plus large. Elle englobe l'ensemble des individus vivants sensibles. Cela devrait donc nous amener à élargir le champ de notre considération de l'autre, évidemment à l'homme, mais aussi à l'animal. Alors, le droit, dans sa quête de justice et dans la prise en compte des intérêts de chacun des individus, doit toutefois appliquer un principe de proportionnalité. Vous serez d'accord avec moi pour considérer que tous les intérêts ne se valent pas. L'intérêt à vivre d'un individu n'est pas équivalent à l'intérêt d'un autre individu à éprouver quelques secondes de plaisir. Si par exemple quelques secondes de plaisir impliquent la mort d'un autre individu, le droit interviendra évidemment pour refuser au premier individu le droit de tuer le second. Et ce, quand bien même il s'agirait de votre belle-mère insupportable ou d'un voisin très bruyant. Je pense que vous serez d'accord avec cela et que cette solution vous paraît assez claire et évidente. Maintenant, reprenons cette hypothèse, mais remplaçons le premier individu par cet individu à gauche, qui paraît en bonne santé, plutôt musclé. Et le second individu par cet individu à droite, qui est un joli agneau. Imaginons que le premier individu de gauche souhaite faire son repas du petit agneau parce qu'il a un plaisir pour la viande d'agneau. L'intérêt du premier individu à éprouver quelques secondes de plaisir gustatif doit-il prévaloir sur l'intérêt à vivre du second individu à droite? L'honnêteté intellectuelle devrait vous amener, dans les deux hypothèses que je viens de citer, à la même solution. Mais rassurez-vous, l'application du droit, pas. Alors, je vais vous exposer en quelques minutes la façon dont notre droit gère la conciliation des intérêts de l'homme et ceux de l'animal. La première loi de protection des animaux date de 1850, c'est la loi Grammont. Elle a été portée par Victor Hugo, que l'on connaît comme étant un grand défenseur des droits de l'homme, mais que l'on connaît moins comme étant également un grand défenseur des animaux. Cependant, la loi Grammont n'a eu que de façon incidente pour effet de protéger les animaux, puisque la vocation première de cette loi était de protéger les humains de la vision des mauvais traitements qui étaient infligés aux animaux. C'est la raison pour laquelle seuls les mauvais traitements qui étaient commis en public étaient sanctionnés, alors que les mauvais traitements qui étaient commis en privé ne l'étaient pas. Pour les mêmes raisons, la corrida a été interdite en 1886 par Waldeck-Rousseau parce qu'elle portait atteinte à la moralité publique. Il a fallu attendre les années 1950 pour que l'animal soit protégé pour lui-même, c'est-à-dire en tant qu'individu susceptible de souffrir des mauvais traitements dont il pouvait être victime.
Ainsi, à partir des années 1950, les mauvais traitements deviennent protégés à la fois s'ils sont commis en public, mais également en privé. En 1976, le Code rural a reconnu le caractère d'être sensible des animaux en obligeant leurs propriétaires à les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leurs espèces. C'est l'article L214 de ce code. Ainsi, à côté des dispositions générales de protection des mauvais traitements infligés aux animaux qui sont prévues par le Code pénal, il existe tout un corpus de règles juridiques qui ont vocation à protéger l'animal dans des circonstances où l'homme est le plus à même d'y porter atteinte. En effet, le droit a pour délicate mission de concilier des intérêts pour le moins divergents, l'intérêt de l'animal à vivre, à ne pas souffrir, et l'intérêt de l'homme qui revendique, lui, de pouvoir utiliser, exploiter et tuer l'animal. Alors, pour parvenir à cette équation plutôt compliquée, a été développé le concept de bien-être animal. Au sens générique, le bien-être est défini par le dictionnaire comme l'état agréable de satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Alors, quand l'on entend cette définition et qu'il faut l'appliquer aux animaux, on imagine quelque chose comme dans cette vidéo. La réalité est, comme vous le savez, tout autre. Pour appliquer des règles de bien-être des animaux dans des élevages tels que ceux que vous voyez à l'écran, élevage de poules en cage ou élevage de cochons, il a fallu procéder à une redéfinition de la notion de bien-être. Et cette redéfinition nous a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, qui a fait reposer le principe de bien-être animal sur 5 obligations. L'obligation que l'animal ne doit pas souffrir de faim et de soif, qu'il ne doit pas souffrir d'inconfort, qu'il ne doit pas souffrir de blessures ou de maladies, qu'il doit pouvoir exprimer des comportements naturels et qu'il ne doit pas souffrir de peur ou de détresse. Lorsque l'on entend cette définition, on a l'impression d'être plus proche de la survie que de la sérénité. Alors, notre droit a créé des règles pour assurer une protection des animaux dans les situations, comme je l'ai indiqué, où l'homme est le plus susceptible d'y porter atteinte. En élevage, par exemple, prenons les cas des poules pondeuses en cage. Avant 2012, les poules pondeuses disposaient par poule d'une superficie minimale de 550 cm². Alors, 550, ça paraît beaucoup. 550 cm², c'est ça. C'est une feuille A4. Mais ça, c'était avant 2012. Depuis 2012, la situation des poules s'est grandement améliorée. Depuis 2012, elles disposent à présent toujours de cette feuille A4, mais aussi d'une carte postale. Je vous rappelle, comme vous le savez, que 70% des œufs consommés en France proviennent de poules élevées en cage et que cela représente 47 millions de poules par an en France. Prenons le cas de l'élevage de cochons. Les cochons sont des animaux curieux, intelligents, qui dans leur milieu naturel passent 75% de leur journée à des activités de type fouissement, recherche de nourriture, exploration. Évidemment, en bâtiment, ils ne peuvent pas se livrer à de telles activités. Notre droit est donc intervenu pour leur trouver des substituts. C'est ce que l'on appelle, pompeusement, l'enrichissement du milieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'enrichissement du milieu? Eh bien, par exemple, c'est cette chaîne. Cette chaîne qui est accrochée dans un parc où sont les cochons pour qu'ils puissent s'amuser. Je vous rappelle, comme vous le savez, que 95% des cochons en France vivent dans des bâtiments
et qu'ils ne verront la lumière du jour qu'une seule fois dans leur vie, le jour où ils seront envoyés à l'abattoir. Et l'abattoir, parlons-en. Notre droit a aussi imaginé qu'il puisse y avoir des règles de protection et de bien-être des animaux dans les abattoirs. Il a par exemple prévu un principe d'étourdissement obligatoire préalable des animaux. Alors, quand on entend le terme étourdissement, ça nous rappelle quelques petits souvenirs. Ouf, j'ai la tête qui tourne. J'ai un peu trop bu. Pour les animaux, l'étourdissement se concrétise un tout petit peu différemment qu'avec quelques verres de bon Bordeaux de trop. Et ce que je vais vous dire, je crois que ça ne va pas vous plaire. Pour les animaux, l'étourdissement se concrétise par exemple par un pistolet à tige perforante qui est placé sur la tête du bovin et qui perfore son crâne. On parle également de pinces à électronarcose, qui sont des pinces, des électrodes placées sur les tempes de l'animal, le mouton ou le cochon, et qui le traversent d'un courant électrique de forte intensité naturellement. On parle également de bain d'eau, qui n'est pas la possibilité pour un animal d'aller faire un petit plongeon dans un étang du bocage, mais qui est le fait de plonger un animal, une volaille en l'occurrence, dans un bain traversé par un courant électrique. On parle enfin de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le fait de faire descendre les cochons dans une fosse remplie de CO2, ce qui leur provoque des graves irritations pulmonaires et des suffocations jusqu'à leur perte de conscience. Mais attendez, soyons bien clairs, rassurez-vous, je vous parle toujours du droit et des règles que le droit a prévues pour assurer la protection et le bien-être des animaux. Je ne me permettrai évidemment pas de vous décrire des techniques barbares. Et là encore, ce sont les plus chanceux qui ont droit à ces techniques. D'autres n'ont même pas le droit à l'étourdissement. Il y a par exemple l'abattage sans étourdissement, dit abattage rituel. Mais il y a également le cas des poussins mâles dits en surnombre. Alors pourquoi en surnombre? Eh bien parce que pour l'élevage de poules pondeuses, les mâles sont inutiles. Alors je ne vous apprendrai pas que les mâles ne pondent pas d'œufs. Donc, étant inutiles, ils sont broyés, vivants et conscients. Cela représente 50 millions de poussins mâles par an en France. Dans l'élevage, dans la production de foie gras, ce sont les femelles qui sont inutiles puisqu'on n'a besoin que des mâles. Elles aussi sont broyées. Alors, après ces quelques explications, vous aurez aisément compris que donner un coup de pied à un animal, c'est un mauvais traitement, puni par notre code pénal d'une infraction de 4e classe. Par contre, tuer un animal avec un couteau, c'est parfaitement légal. Cela nous renvoie à une autre croyance qui est que le droit serait proportionnel à la gravité des faits. Cela nous renvoie également à une autre croyance que le droit serait logique et cohérent. Par exemple, prenez l'exemple d'une corrida. La corrida est un acte de cruauté, un sévice grave, si grave qu'il est puni par notre code pénal de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sur les 9/10 de notre territoire français. Ainsi, une corrida qui serait organisée à Nantes serait punie de 2 ans d'emprisonnement. Par contre, la même corrida organisée à Dax, pas de problème. De la même façon, on pense que le droit traiterait de la même façon un même animal. Prenez l'exemple du lapin de compagnie de votre enfant qui aurait eu la malchance d'être maltraité par un voisin. Cet animal, ce lapin, serait protégé et le voisin maltraitant serait susceptible d'être poursuivi devant les juridictions répressives. Prenez par contre maintenant ce même lapin en liberté qui se baladerait dans la campagne. Il aurait la malchance de tomber sur un individu peu recommandable qui le maltraiterait. Eh bien, cet animal, ce lapin, ne serait pas protégé des mauvais traitements. Et son auteur ne pourrait faire l'objet d'aucune poursuite. En effet, notre droit ne protège pas les animaux sauvages. Alors, tout cela nous rappelle une phrase d'Edgar Morin qui disait qu'il y a moins de désordre dans la nature qu'il y en a dans l'humanité. Alors,
Qu'est-ce que vous croyez? Que le droit protège vraiment les animaux?